Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Léo Miranda. Bonjour Julien. Je dis les noms de famille parce que on fait cette interview ensemble où on va partir en 2030 glorieuse et cette interview, ce voyage qu'on fait ensemble, il vise à être écouté par toutes les personnes qui travaillent à la Nef. Je pense que à la Nef, tu es quand même maintenant... je sais pas si c'est connu comme le loup blanc, la bonne expression, mais si jamais il y a plusieurs Léo, au moins ça permet d'identifier le bon. Très bien. Il n'y a pas de plusieurs Léo, mais mais c'est très bien que tu aies dit mon nom de famille. Et puis peut-être qu'en plus, tu sais, ces épisodes, ils resteront dans l'histoire de la nef et dans quelques années, des gens écouteront l'épisode du fameux Léo Miranda et comme ça, au moins, ça laisse une trace. Pardon, je digresse dès le début. Mais en gros, on fait ces voyages en 2030 glorieuse parce que moi, c'est mon travail de faire voyager les gens en 2030 glorieuse. Travail qui en plus est soutenu par la nef depuis 3 ans. À chaque fois, j'aime bien remettre le contexte, comme ça on sait d'où je parle et pourquoi on fait ce voyage ensemble. Et moi, depuis 3 ans que je fais ce travail et que je suis notamment en échange assez constant avec l'équipe com, Amandine, Chloé, je vous salue. On verra comme ça si elles écoutent l'épisode et si elles entendent la petite dédicace. Je me rends compte à quel point il y a de la puissance à faire ces voyages et on s'est dit que pour à la fois que les gens se rencontrent un peu mieux, se découvrent un peu mieux à l'intérieur de la nef, mais aussi pour qu'ils explorent les utopies et qu'ils remettent un peu plus encore du sens dans leur quotidien. C'était top de faire ces échanges. Et donc, on est en 2030 glorieuse ensemble, Léo. Toi qui connais bien les voyages en 2030 glorieuse, tu sais tout à fait que c'est une ère où on aurait réussi, non pas tout réussi, mais enfin à remettre nos vies, nos boussoles, nos énergies dans les bonnes directions pour reprendre notre place parmi le vivant. Et on parle, nous, depuis le présent, de ces 2030 glorieuses, sans conditionnel, sans peut-être, sans au maximum faire des allers-retours avec 2023. À l'époque, tu te souviens, 2023, ça semble loin. Toi, tu fais quoi en 2030 glorieuse, Léo? La question étant très large, puisque tu peux répondre sur du pro, sur du perso, c'est toi qui décides. Je fais quoi en 2030 glorieuse? Moi, j'ai beaucoup d'affection pour mon travail, j'ai beaucoup d'affection pour la nef. Je pense que ma longévité dans cette entreprise, ça fait 14 ans que j'y travaille, le prouve. Je crois qu'en 2030 glorieuse, je continue à œuvrer pour la nef. Je me vois bien encore travailler dans ce domaine de la finance, à essayer de convaincre mon environnement qu'une autre finance est possible. Mais je me vois aussi avoir réussi, ou qu'on ait réussi collectivement à re-questionner aussi la place du travail dans nos vies. Ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup et je crois, dur comme fer, qu'en 2030, on aura parcouru un gros chemin autour de ce sujet-là. Et ma vie sera plurielle, en fait. Elle sera pas entièrement consacrée à une finalité, on va dire, professionnelle. Et j'aurai la possibilité de pouvoir consacrer du temps, je l'espère le maximum, beaucoup de temps à d'autres activités, notamment la pratique artistique. Je suis musicien par ailleurs et j'ai envie d'avoir du temps aussi pour pouvoir continuer à pratiquer l'art. C'est quelque chose
qui est un peu je dirais un petit échappatoire en tout cas aujourd'hui pour me permettre de tenir bon face à ce monde hyper connecté qui va beaucoup trop vite et qui peut être angoissant aussi lorsqu'on parle du réchauffement climatique. Et je trouve que la pratique artistique m'aide un peu à lever la tête. Et donc oui, je me vois dans une vie un peu hybride où je continue à avoir un métier qui a du sens, notamment à la nef, parce que je me vois bien quand même y rester encore quelques années. Mais j'ai la possibilité par ailleurs d'avoir une pratique artistique assidue, encore plus importante qu'aujourd'hui, et du temps aussi à consacrer pour de nombreuses activités non marchandes. Chose que j'ai peu de temps de faire aujourd'hui, mais voilà, aider des gens, faire du service à la personne, passer du temps bénévole à essayer de construire un monde meilleur. Voilà, je me vois marcher sur plusieurs jambes et ne pas être concentré uniquement sur mon travail, aussi nécessaire et important qu'il soit. Je retiens ce mot de pluriel, ça me va bien, quand en 2030 Glorieuse, on est des vies plurielles. Je discutais avec Noémie Nicolas, qui et du coup, au gré des interviews que je fais, je suis en train de me construire un petit organigramme nef dans la tête, et donc je sais pas si elle travaille directement au quotidien avec toi. Et avec Noémie, on questionnait vachement dans notre échange la notion de marketing. Et elle me disait que si elle devait renommer son emploi, elle dirait qu'elle serait plutôt facilitatrice, créatrice de liens, et que la notion de marketing, si elle comprenait qu'en 2023, il y a encore besoin de l'utiliser pour être comprise des autres, notamment métiers, mais aussi partenaires d'autres structures, elle leur mettait vachement en cause. Toi, tu es directeur marketing. Dis-moi quand même comment tu contribues directement dans ton métier à faire que ces 2030 Glorieuses, elles existent, elles se déploient, elles s'épanouissent. Pourquoi tu es bien plus qu'un directeur marketing, et finalement, cette description qui marchait bien sur LinkedIn à l'époque, elle a plus de sens, et même d'ailleurs, tu as renommé ton poste, hein, toi, en 2030 Glorieuse. Oui, alors ça c'est une vraie une vraie question. Je la prendrais un petit peu plus large. Pourquoi mon poste contribue aux 2030 Glorieuses? Pourquoi mon poste est plus grand que directeur marketing? Je pense que c'est parce que la nef est en 2030 Glorieuses, elle est plus grande que son propre projet. Pour moi, le projet de la nef, c'est pas un projet uniquement de financement d'entreprises dans l'économie réelle de manière transparente, avec une remise en question de tout ce qu'on a pu nous dire sur le monde de la finance. C'est bien plus que ça. En fait, c'est un vrai projet politique, et c'est pas le milliard d'euros de fonds gérés qui résume notre activité, même si ça commence à devenir significatif. C'est qu'on veut vraiment changer le regard sur la finance. On veut vraiment prouver qu'il est possible de faire de la banque autrement. Qu'il n'est pas nécessaire de financer du fossile quand on est une banque, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une activité spéculative, d'aller dans des pays qui respectent pas les droits fondamentaux des travailleurs, de vendre des alarmes ou des téléphones portables ou des colliers pour chiens. Il y a des banques qui font ça. Donc nous, on est une preuve par l'exemple que ça c'est possible, et ça nous rend beaucoup plus grand en fait que le projet qu'on va incarner de manière opérationnel, je dirais, au quotidien, c'est-à-dire financer des projets de la transition. Ça nous donne un rôle politique de transformation radicale de la finance. Et c'est pour ça que le fait pour moi de travailler en tant que directeur marketing pour un projet de ce type, oui, me rend plus grand entre guillemets que la cause, que ce que je vais faire vraiment au quotidien, en tout cas mon activité quotidienne. Moi, mon métier. J'ai l'impression que tu dirais plutôt que tu es un empêcheur de tourner en rond, t'es un dynamiteur de statu quo, alors t'es un enfonceur de portes qui n'existent même pas. Exactement. Pour moi, l'ambition de la nef en tant que banque, et j'ai beaucoup d'ambition pour ce projet aussi. Donc parfois je vais un peu loin, mais c'est à un moment donné de disparaître. C'est à un moment donné de disparaître, peut-être pas en 2030 glorieuse, mais c'est d'avoir réussi à faire passer le message qu'une finance qui se concentre sur l'économie réelle, qui finance exclusivement des projets à impact positif, qui est transparente, qui vend pas des bibelots et des accessoires à ses clients, voilà, c'est complètement possible, et toutes les banques ont
nécessairement dû franchir ce cap-là. Donc oui, dans ce sens-là, c'est oui un peu empêcheur de tourner en rond et rompre rompre cette logique de statu quo, mais je dirais même encore plus de prendre en 2030 glorieuse, on a collectivement et moi à l'intérieur de ce collectif pris conscience et on a permis de générer cette prise de conscience globale et on a permis de changer la finance au sens large, pas uniquement on n'est pas un projet alternatif pour moi, on est un projet politique. Tu me donnes envie de dériver un tout petit peu du format classique, du déroulé classique des interviews que je mène avec les personnes de la nef. Quand est-ce qu'elle disparaît, la nef? Quand est-ce qu'elle a le droit de disparaître? Quand est-ce que tout d'un coup elle devient obsolète? Et est-ce que le fait que le mot banque et éthique, les mots banque et éthique n'aient plus besoin d'être associés tellement ça sera évident, ça veut dire que là, ça y est, la nef aura fait son travail? Ou est-ce que derrière, tu vois, il y aura encore d'autres choses à inventer, d'autres choses à proposer, d'autres murs à faire s'effondrer? Parce que, par exemple, Léo, avec Victor, on se disait que en fait, bientôt la nef, ça montrera vraiment cette banque de proximité, non plus parce que ce sont les gens qui viendront à la banque, mais la banque qui irait vers les gens avec des flottes de vélos, un territoire complètement inversé, un rapport inversé. Est-ce que finalement, le côté éthique de la nef, c'est sa mission première, principale, et donc une fois que ça sera rempli, elle aura plus de boussole, ou est-ce que finalement elle pourrait en avoir plein d'autres de boussoles à redécider peut-être dans le futur? C'est dur, hein, c'est dur comme question. C'est vrai que moi, spontanément, je dirais effectivement, comme tu le mentionnais au tout début de ton intervention, quand on n'aura plus besoin d'associer effectivement banque et éthique parce que le monde bancaire aura été contraint, parce que je pense que ça sera sous la contrainte, de revenir à ses fondements, parce que il y a quand même pas mal de fondements de ce pourquoi ont été créées les banques au XVe siècle à Venise, qu'on reprend aujourd'hui et que les banques ont oublié. Le fait de financer exclusivement l'économie réelle, le fait de pas avoir de produits dérivés, le fait de générer un peu un circuit court de l'argent entre épargnants et emprunteurs. Voilà, quand elles seront revenues un peu à ces fondements-là, mais tout un tas de fondements, et qu'elles auront vraiment pris conscience qu'elles avaient un rôle politique presque dans le choix des projets qu'elles doivent faire, qu'elles doivent financer, qu'elles ont un impact colossal là-dessus. Et dernier point qui m'est cher aussi, c'est qu'elles feront vraiment vivre des valeurs démocratiques avec leurs clients et sociétaires pour les banques plus coopératives, c'est-à-dire que ça vient plutôt de la base, le fait de définir ce dont les gens ont besoin. Oui, je pense que la nef en tant qu'organisation qui intervient de manière éthique dans le champ de la finance n'aura plus forcément vocation à exister. Mais est-ce qu'elle disparaît pour autant? Peut-être pas. Peut-être que ce collectif qui a été créé pourra s'attacher à travailler sur autre chose, mais disons que sa mission aura été remplie de rendre inéluctable l'association des mots banque et éthique, et aussi bien qu'on n'ait plus besoin de les mettre à côté, qu'une banque représentera ce qui est une banque éthique aujourd'hui. Les organisations humaines aujourd'hui sont un peu piégées par cette croyance, ce dogme qui laisserait à penser que la croissance étant infinie, l'humanité est en réalité infinie, nos vies seraient infinies, et donc toutes ces organisations qu'on crée en fait existent avec cette impression qu'elles vont exister encore pour des décennies, des siècles à venir. Je trouve que dans ton intervention, tu remets aussi de l'humilité dans ces organisations qui sont effectivement à taille humaine, avec tout ce qu'il y a de vie, d'objectifs, de déploiement, d'amplitude, d'effets de réaction en chaîne qui se créeraient, mais aussi à un moment d'échec, de décrépitude, de fracas et puis de mort. Et ça, dans les organisations, c'est quelque chose qu'on dit très peu et qu'on envisage en fait pas du tout. Alors qu'en réalité, la mort d'une organisation, si elle est bien décidée, bien vécue, bien planifiée, elle peut être que source de bonnes nouvelles, puisque ça signifierait que son objectif a été rempli. Tout à fait. Et c'est pour ça que je parle de projet politique. Pour moi, dans le projet politique, il y a effectivement la dimension politique, qui est plus large que notre activité, mais il y a la dimension projet. Et à partir du moment où on parle de la nef comme un projet, ça veut dire qu'il a un début et une fin. Et une fois qu'on a rempli ses objectifs, il n'y a pas de raison non plus de vivre pour vivre, de s'auto-alimenter. Mais je suis d'accord avec toi, la plupart des organisations se voient effectivement dans un monde infini, à la croissance infinie, et donc la vie de la personne morale
ne doit pas avoir de fin et continuer de grandir jusqu'au bout. Mais ça montre une faiblesse de vision stratégique et politique, ou en tout cas de vision du monde. Difficile de ratterrir après ces échanges passionnants avec toi, Léo. Et à la fois, j'ai envie que tu nous recommandes quand même quelque chose de tes gourmandises culturelles que tu as dans ton quotidien, peut-être sur ta table de chevet, peut-être dans tes étagères, pour nourrir tes réflexions et te faire tendre de plus en plus vers les 2030 glorieuses. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager, que ce soit pour lire sous un arbre cet été ou regarder avec des amis pour leur proposer un sujet auquel ils n'avaient peut-être pas pensé? Oui, j'ai quelque chose. J'avoue que dans mes lectures, soit de romans un peu dystopiques, soit d'essais qui nous parlent un peu du fonctionnement actuel, c'est quand même pas très positif d'habitude. Donc j'avoue que j'ai eu du mal quand même à me projeter dans des lectures qui apportent des solutions et avec peu d'originalité. J'imagine qu'on te l'a déjà proposé, mais c'est vraiment un livre qui m'a redonné énormément d'espoir cette année et qui m'a replongé dans mes lectures de l'université autour des thématiques de la décroissance. C'est le livre de Timothée Parric, Ralentir ou périr. J'ai beaucoup aimé en fait ce livre parce que il dépoussière un petit peu la notion de décroissance, si tant est qu'elle ait pris la poussière. Pour moi, elle l'a jamais vraiment prise. Mais c'est surtout qu'il arrive après avoir vraiment démonté on parlait du modèle de croissance tout à l'heure, de croissance infinie, démonter cette impossibilité de continuer à croître indéfiniment dans un univers fini avec des limites planétaires, avec tout un tas de choses qui sont parfaitement finies, pas qui ont une fin. Une fois qu'il a passé ça, il nous dépeint quand même une société post-croissance qui est hyper enthousiasmante, très positive et surtout moi qui m'a semblé réaliste en fait. Je trouve qu'on a vraiment besoin de ça. Souvent quand je lis des bouquins d'économie, la partie sur les solutions pose vraiment question. On se dit non mais est-ce que réellement on va pouvoir renverser la table de cette manière? Est-ce que c'est pas juste un vœu pieux qui est envoyé en l'air? Là il y a des débuts de pistes et il commence à dessiner vraiment ce que pourrait devenir ce monde post-croissance. Et oui, j'aimerais bien qu'en 2030 glorieuse, on en soit là, dans une partie de ce qu'il décrit, qui touche à la fois à une reconception du lien avec le vivant et une pensée très très liée à l'écologie, mais pas que. Il re-questionne énormément le rapport au travail, le fait qu'on travaillera moins, le fait qu'il y aura pas mal de métiers qui pourront disparaître. Il le dit pas directement, mais moi je le dis. Je trouve que mon métier de directeur marketing ou celui de data scientist, de gros hacker, de publicitaire, donc de marketeur aussi comme moi, c'est des métiers qui posent question parce qu'en fait notre seul objectif, un de nos seuls objectifs, c'est quand même un peu de piquer les clients aux autres et on crée pas beaucoup de valeur en réalité. Et donc c'est peut-être un monde en 2030 glorieuse où on n'a plus tout ça. En tout cas, lui, il l'appelle de ses voeux, notamment sur les publicitaires. Donc il y a pas mal de réflexions aussi sur le travail. Donc un monde où on a plus de temps. Et j'en parlais aussi au début de l'intervention. Mais c'est aussi, il arrive à bien dépeindre un monde où il y a une grande place pour les coopératives. Et ça m'a beaucoup séduit, parce que je pense il y a vraiment quelque chose à construire, un discours à construire sur la question de l'entrepreneuriat. On oppose trop souvent le monde des grandes entreprises capitalistes pro-croissance infinie qui se préoccupent pas trop du réchauffement climatique et l'État. Je vais pas reparler de tiers secteur, c'est un peu dépassé, on va dire, comme conception. Mais il y a une manière d'entreprendre qui doit être revue et je trouve que la place des coopératives est absolument indispensable parce qu'elle donne un accès démocratique aux consommateurs pour savoir de quoi ils ont besoin, comment ils souhaitent s'organiser et il laisse une grosse place à ça. Donc voilà, il commence à dépeindre pour moi une société dans laquelle je pense qu'on aura, si on arrive à avancer dans ce sens-là, réglé une bonne partie des problématiques climatiques, sociales, sociétales liées au travail et liées à notre organisation, notre organisation au travail et l'organisation de la vie économique. Merci Léo.
Merci à toi, Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur çacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!